de ce webinaire. Je vérifie juste que l'enregistrement est bien en cours. Oui, voilà. Alors, juste pour vous rappeler le programme où on en est, donc comme je disais, aujourd'hui, on est vraiment sur la deuxième partie de la thématique déjà abordée en décembre. Et nous avons déjà un webinaire qui est prévu également le 11 février, qui abordera la thématique organiser des travaux pratiques à distance. Vous pouvez déjà vous y inscrire, donc le lien d'inscription pour ce webinaire est déjà disponible sur le site du pôle de Namur. Et pour mars, avril et mai, les thématiques envisagées sont déjà connues, mais nous sommes encore à la recherche éventuellement d'enseignants souhaitant témoigner par rapport à ça. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me contacter si vous avez envie de partager votre expérience par rapport aux interactions avec les étudiants à distance, l'évaluation. Là, vous êtes en pleine période d'évaluation, donc il y a peut-être des choses intéressantes qui sont mises en place maintenant et que vous auriez envie de partager. Et puis, il y aura également un webinaire en lien avec l'enseignement inclusif à distance. Au programme pour aujourd'hui, nous aurons dans un premier temps le témoignage de Nordine Amrani de l'IPFS, donc un établissement de promotion sociale du pôle académique de Namur, qui va nous présenter une classe inversée qu'il a mise en place avec des étudiants de bloc 2 éducateurs spécialisés dans le cadre d'un cours de méthodologie du projet. Et puis, dans un deuxième temps, Amaury Dahl, qui vient de la Haute École pédagogique du canton du Vaud à Lausanne, apportera, lui, son expertise de chercheur et d'enseignant dans le domaine de la pédagogie de l'enseignement supérieur pour commenter les témoignages de pratique des 3 enseignants du pôle qui auront, en tout cas, abordé cette thématique de l'engagement des étudiants à distance. Et puis, voilà, il sera là aussi pour répondre à vos questions. Pour ce qui est des questions, je vous invite, comme c'était le cas au mois de décembre, à les poser dans le chat. Alors pour ça, vous avez normalement une petite icône converser que vous pouvez utiliser. Je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà dit bonjour au sein de ce chat, donc vous semblez l'avoir trouvé. Et Catherine Collot va jouer le rôle de modérateur de ce chat. Elle prendra note de vos questions, les posera à Nordine et à Amaury à l'issue de leurs interventions. Il me reste à remercier vous déjà d'être présents. Merci aux membres du groupe de travail qui a travaillé et qui travaille encore à la préparation de ces webinaires. Donc, ce sont les 6 personnes mentionnées ici, Nordine, Catherine, Anne-Sophie, Nathanaël, Raoul et Johan. Merci beaucoup à eux. C'est une chouette collaboration. Grâce au pôle, on a des représentants de différents établissements qui participent à cette organisation. Et puis, un tout grand merci à nos deux intervenants. Alors Nordine, je te laisse la parole et la place. Voilà, je te laisse partager ton PowerPoint. D'accord, merci Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, effectivement, je souhaite une bonne année 2021. On pourra enfin retrouver nos étudiants en ligne, en présence, pardon. Et voilà, alors normalement, voilà, vous avez mon... Ça va, le PowerPoint est bon, Nathalie? Oui, oui, c'est bon, Nordine. Tu peux lancer en version diaporama. D'accord. Alors, voilà, d'abord, un petit mot sur qui je suis. Donc, en fait, je suis à la base formation éducateur spécialisé. J'ai travaillé pendant près de 25 ans dans le secteur de l'éducation. Et puis, depuis maintenant 2016, je suis dans le monde de l'enseignement. Donc, je suis rentré d'abord tout doucement, après une formation, après avoir fait un master en sciences d'éducation. Et donc, maintenant, j'ai d'abord donné cours à la Haute École de Frais à Bruxelles en tant que MFP et ici à l'Institut de formation sociale de la province de Namur depuis 2016 aussi, d'abord comme prof de pratique professionnelle. Et puis maintenant, depuis 2018, j'ai à mi-temps en charge des cours en section Bac Éduc, donc c'est un des dispositifs que je vais présenter aujourd'hui. Et l'autre mi-temps, je suis conseiller pédagogique aux étudiants, donc c'est tout ce qu'est la mise en place de services d'aide à la réussite.
Voilà, donc l'école où je donne cours, donc c'est l'Institut provincial de formation sociale de la province de Namur. C'est une école de promotion sociale. On a 17 sections, donc ça va de éducateur, aide familiale, aide soignante. Voilà, il y a un peu de tout. Je vous invite à aller sur notre site. Et donc, on se trouve sur le campus provincial à Salzine, là où il y a, entre autres, l'académie de police aussi. Alors, dans le cours que je vais présenter aujourd'hui, donc le dispositif, c'était dans le cadre du cours de la section bachelier éducateur spécialisé, des deuxièmes. Donc, c'est un cours de méthodo du projet ici en l'occurrence. Il y a 20 périodes. Il y a plus ou moins 35 étudiants âgés entre 20 et 45 ans répartis en 3 classes différentes. Voilà. Alors, le cours est composé de 4 parties, puisqu'en fait, j'ai donc au niveau de la méthodologie du projet, donc il y a la phase diagnostic, priorisation, arbre à problème, arbre à objectif, et la fiche projet. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous explique ces différentes parties. Et donc, les cours sont donnés soit donc j'ai eu 4 fois, soit 4 périodes ou 5 périodes, ça dépend. Si je me réfère à la taxonomie de Bloom, ici, je suis plutôt dans la compréhension par l'illustration et appliquée par la mise en œuvre. Et donc, l'évaluation, c'est un travail cumulatif. Donc, je leur donne un canevas dès le début du cours. Et au fur et à mesure du cours, ils le remplissent en fonction des apports théoriques que je leur apporte. Alors ici, l'idée, puisqu'on est avec des adultes, avec une grande partie qui sont déjà qui sont des professionnels, et donc c'est tout ce qui est visé la transférabilité sur leur lieu de pratique, soit pour les stagiaires sur leur lieu de stage, ou soit pour les professionnels qui sont déjà au travail. Alors, ici, je vais vous présenter, parce que donc, ce cours, je l'ai donné déjà à partir de l'an dernier, lors du premier confinement, ce que j'appelle le scénario 1, et puis vous allez voir le scénario 2 en début de cette année-ci, et puis actuellement le scénario 3. Et donc, voilà un peu comment j'ai préparé ma présentation. Alors, lors du premier confinement, ben, je me suis retrouvé, comme tout le monde, à se demander, tiens, on doit continuer à donner les cours et comment on va faire. Donc, nous, on a, lors de ma formation au CAPES, on avait eu effectivement des éléments sur les classes inversées que j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer d'utiliser cette méthode-là pour donner mon cours à distance, puisqu'au début, on était voilà, un peu, comme tout le monde, dans le tâtonnement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que donc on a une plateforme, je vais vous montrer. Au début de la semaine, je mettais en ligne sur la plateforme les différents éléments théoriques. Donc, voilà la plateforme, comment elle est. Donc, ici, on a une petite présentation. Donc, ça, c'est l'espace méthode du projet. Et donc, les ressources. Alors, ça, c'est la version enseignant. Et si je me mets… Je ne sais pas y arriver. Voilà. Et donc, ici, j'avais un chemin pédagogique où j'invitais les étudiants à, donc pour chacune des étapes, ils cliquaient et ils avaient des documents de référence. Ici, par exemple, c'était le PowerPoint avec toutes les modalités du cours, les objectifs du cours et tout ça. Ici, alors ici, ce qui est intéressant sur la plateforme, c'est qu'on peut mettre du contenu en PDF. Ici, c'était un petit quiz pour voir leur conception préalable. Et alors, on peut aussi inclure des vidéos, voilà, des vidéos via YouTube entre autres, ou alors soi-même, par exemple ici, donc pour chacune des étapes, je faisais un petit résumé de ce qu'il y avait dans les documents, et puis ensuite, je leur faisais de ce que j'attendais par rapport au travail d'évaluation. Alors, je vais retourner sur mon PowerPoint, s'il veut bien. Alors, tac, là. Voilà. Voilà. Et donc, une fois que les étudiants, donc début de semaine, je mettais tous ces éléments via la plateforme. Et alors, à la fin de semaine, j'organisais une visioconférence via Teams. Et donc, je faisais un résumé de la matière que j'avais mis en début de semaine et je répondais aux questions des étudiants. Ça, c'était lors du premier confinement.
Alors, lors donc, du deuxième, donc, de cette année-ci, début de cette année-ci, donc le premier cours, on a eu de la chance de pouvoir donner cours en présentiel. Et donc là, c'était la présentation des acquis d'apprentissage et des modalités d'évaluation. Et le deuxième cours, on était déjà en code orange et on est passé en hybride. Alors, on avait un hybride où on avait la moitié de la classe en présentiel. Donc là, on était en mode synchrone. Et l'autre moitié de la classe, au même moment, en distanciel. Et donc, on devait jouer avec nos caméras et tout ça. Donc, alors là, de nouveau, j'ai essayé de voir comment adapter mon dispositif à cette réalité. Alors, ce que je faisais, c'est, donc j'ai testé, hein, c'était vraiment du tâtonnement. Donc, les premières 20 minutes, ben, je faisais un résumé à toute la classe de la matière qu'ils avaient été déjà regardés sur la plateforme et en même temps un résumé du cours précédent. Ensuite, pendant cette heure-là, les étudiants à domicile travaillaient sur les supports que j'avais mis, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, soit des vidéos, soit des documents. Et pendant ce temps-là, je travaillais avec les étudiants en classe et donc je répondais aux questions sur le cours précédent et j'introduisais avec eux la nouvelle matière. Donc ça, c'était au mois d'octobre, je pense. Oui, c'est ça qu'on est rentré en hybride. Alors, une fois que j'avais terminé avec ceux qui étaient en classe, je les mettais leur tâche sur le travail d'évaluation finale, donc pour appliquer la matière. Et pendant ce temps-là, je me retrouvais face à ma caméra avec les étudiants qui étaient à domicile. Donc c'était une vraie gymnastique puisque voilà, il fallait passer d'un système à l'autre sur la même période de cours. Donc voilà, c'était hippique, mais on y est arrivé, je pense. Alors, après, on est arrivé au troisième type de confinement. Là, donc, on était en code rouge, hein, comme on est toujours. Là, c'était 100% distanciel. Et donc, contrairement au premier cours qui était en distanciel, ici, c'était des cours synchrones. Donc, on a gardé le même horaire qui a été établi en début d'année. Et donc, à l'heure dite du cours, on se connecte, et les étudiants aussi. Et donc, on allait, donc le lien alors, ce qui est bien avec la plateforme It's Learning, c'est qu'on pouvait créer, par exemple, voilà, ce matin, j'avais cours avec une des classes, et donc les étudiants cliquent sur ici, participent à une réunion Teams, et là, ils se retrouvent en cours avec moi. Et voilà. Hop. Voilà. Alors, les supports de cours donc, sont déjà disponibles sur la plateforme. Donc, de nouveau, avec l'idée qu'ils puissent aller, en fonction de leur rythme, prendre connaissance du cours. Mais il n'y a pas d'obligation avant le cours d'aller voir les documents, puisque au début de la séance, donc la première demi-heure, je vois tous les étudiants ensemble, donc via Teams. Alors, ce qui est important, c'est pour ça que je l'ai noté, l'accueil de chaque étudiant. Donc, une chose, il me semble-t-il importante, c'est que quand donc je me connecte, je prends ma liste d'étudiants et au-delà de faire les présences, je leur donne un petit mot à chacun. Je leur dis bonjour par leur prénom et je leur demande comment ça va. Ça me prend peut-être 2, 3, 4, 5 minutes, mais ça permet de me connecter et aux étudiants de se connecter, mais vraiment individuellement avec moi. Ensuite, je fais un résumé du cours précédent et donc je réponds aux dernières questions qu'il y a. Et ensuite, on décide, donc en fonction du nombre, parce que j'ai des classes avec 30 étudiants, d'autres avec 38 étudiants, ça dépend. Et donc là, je fais entre 3 ou 4 sous-groupes où il y a plus ou moins 10 étudiants par sous-groupe. Alors, le premier groupe, je donne toujours 1 heure. Pourquoi? Parce que c'est les étudiants qui vont me dire, voilà, monsieur, j'ai encore des difficultés par rapport à la matière qu'on a déjà vue. Et donc là, je vais donner un peu plus de temps à ce sous-groupe. Puis ensuite, pendant ce moment-là, les autres groupes sont renvoyés sur la plateforme pour prendre connaissance de la nouvelle matière, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et pour ceux qui l'ont fait, déjà de l'appliquer, de la mettre en œuvre. Donc, une fois que j'ai terminé, après, je passe par chaque sous-groupe 35 minutes. Donc, le premier groupe, 1 heure, c'est vraiment pour ceux qui ont encore des difficultés, et les autres, c'est 35 minutes.
Donc, première chose, je vérifie la compréhension de la matière et si nécessaire, je rajuste et je réponds aux questions que les étudiants se posent. Alors, c'est vrai que c'est un dispositif qui peut paraître comme ça un peu épuisant parce que chaque sous-groupe a des fois des questions que d'autres groupes ont fait, mais donc je répète des choses, mais pour les étudiants, c'est important. Alors, peut-être aussi une chose, c'est que quand on est en sous-groupe, je demande à tous les étudiants d'allumer leur caméra. Quand on est en grand groupe, à la rigueur, s'il y en a qui ne veulent pas, ce n'est pas grave, mais quand on est en sous-groupe, je trouve que c'est important pour qu'on puisse se retrouver face to face ou de moins qu'on puisse se voir. Et alors, la dernière demi-heure du cours, je reprends l'ensemble du groupe, je refais un résumé de la matière du jour et je réponds aux questions. Et alors, je demande aux étudiants chaque fois comment ils ont vécu le cours. Ce qui permet à moi, puisque c'est vraiment un nouveau dispositif, hein, on tâtonne, de pouvoir réajuster en me disant, mais tiens, monsieur, par rapport à cette partie, vous avez été un peu trop vite, ou le support que vous avez mis n'était pas assez clair, et donc je modifie au fur et à mesure. Voilà un petit peu le dispositif sur lequel je travaillais. Donc, la plupart des classes, aujourd'hui, ce matin, j'ai clôturé avec un groupe classe. Alors, ce que j'ai fait dernièrement, puisque c'est toujours intéressant d'essayer un dispositif, mais d'avoir l'avis des étudiants. Et donc, j'ai créé début de semaine passée un formulaire via Forms. Voilà, pour un peu, voilà. Donc, votre avis m'intéresse. Donc, je voulais un peu avoir le feedback des étudiants. Et donc, j'ai fait plusieurs rubriques. La première était plutôt au niveau du cours, du contenu, la présentation. Donc, voilà, présentation du cours, clarté des explications, connaissance de la matière, pertinence, éveil et maintien de l'intérêt des étudiants. Ça, c'était un item qui était intéressant. Utilisation de la technologie, parce que voilà, ça, on galère encore tous avec. L'autre, c'était plutôt par rapport à la présentation, donc vraiment au concret. Et donc, par rapport au format, donc le format que je viens d'expliquer, comment ils l'ont trouvé, le niveau d'interaction, voilà. Puis après, c'était par rapport à l'aspect technique, hein, la qualité de la visuelle, auditif, et voilà, de voir un peu leur retour. J'aurais demandé un peu une appréciation globale qu'ils ont eue du cours. Et alors, s'ils ont appris des choses, puisque c'est quand même l'intérêt de donner les cours, c'est qu'ils apprennent quelque chose. Et alors, qu'est-ce qui les a motivés durant la séance de cours et des suggestions. Donc, comme vous voyez, pour l'instant, donc sur les 3 classes, j'ai plus ou moins 90 étudiants. Il y a déjà 47 étudiants qui ont répondu. Voilà. Je suis occupé à les analyser, mais j'ai quand même, pour cette rencontre, j'ai extrait quelques éléments qui me paraissaient déjà intéressants du feedback. Donc, par exemple, par rapport éveil et maintien d'intérêt des étudiants, sur les 47 répondants, il y en a quand même 72 qui ont mis plus, 16%, 72%, pardon, 16% qui ont mis plus. Ici, c'est plus ou moins, et voilà, ici, c'était les moins. Donc, par rapport au format de présentation, c'est-à-dire une demi-heure, tout le monde ensemble, puis des sous-groupes et tout, il y a quand même 60%, voilà, si je mets ensemble avec les plus, on est quand même à 90% d'étudiants qui étaient satisfaits de ce format. Et au niveau de l'interaction, voilà, on voit qu'on est à plus ou moins 85%, 86%. Il y a encore des choses à travailler. Donc voilà, c'est ça l'intérêt d'un questionnaire. Alors, j'ai repris quelques verbatims qui me semblaient intéressants des étudiants. Un grand merci. Vous avez aussi trouvé des solutions dans la manière de faire cours à distance. J'ai beaucoup aimé le fait que vous divisiez les classes en 3 groupes. Donc voilà, c'était pour voir si c'était pertinent de le faire comme ça. Ici, sur l'alternance entre cours, travail individuel, partage en sous-groupe, feedback continu avec le professeur, ça l'a motivé, sentiment de sécurité, d'être rassuré, que le cours s'inscrit dans un échange permanent entre vous et nous. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et alors ici, ce qui m'a motivé, c'est la sensation d'avoir été considéré autant que ceux qui étaient en présentiel. Ça, c'est quelqu'un qui a participé à l'hybride que j'avais expliqué en début d'année. Et donc, souvent, et c'est vrai que c'était épuisant, mais c'était de se dire, je donne cours à ceux qui sont en présence, tout en n'oubliant pas ceux qui sont à domicile. Et le fait que j'ai séparé comme ça et que je leur donnais un temps
apparemment, ça a été bien perçu. Alors, avez-vous appris de nouvelles choses? Donc hier, parce que j'ai pris ces documents-là, sur les 43 qui étaient des répondants, il y avait déjà 95 qui ont appris quelque chose, donc ça m'a rassuré. Et donc, par rapport à l'appréciation globale, c'était 4,48 sur 5. Donc voilà, un peu l'échange que j'avais, voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais arrêter le partage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ben voilà, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous dans vos dispositifs. Merci beaucoup Nordine et merci d'avoir apporté ce petit plus de l'enquête que tu as fait passer à tes étudiants, même si voilà, tu n'as pas encore l'entièreté des réponses, mais c'est déjà pas mal, hein, à peu près la moitié de tes étudiants. Ça donne une bonne idée de ce qu'ils en ont pensé. Et donc ça, c'est très chouette d'avoir ajouté ça aussi dans ta présentation. Merci. Alors, je vais laisser la place à Catherine par rapport aux questions du chat. Oui, allons-y. Donc, merci Nordine pour cette chouette présentation. Donc, j'ai quelques questions qui sont apparues dans le chat. Donc, la première, c'est si on a bien compris, un groupe a droit à 1 heure et les autres 35 minutes. Est-ce que les étudiants font la démarche de choisir eux-mêmes leur groupe? Et je pense que j'ai vu passer la réponse dans le slide, hein, mais pour être sûr, voilà. OK. La deuxième question, c'est finalement, tu les répartis par groupe, mais est-ce qu'ils travaillent entre eux? Est-ce qu'ils ont des consignes pour travailler entre eux? Ou est-ce qu'ils travaillent les documents pendant 35 minutes, mais plutôt en silence et que toi, tu arrives après dans le groupe pour répondre à leurs questions? Alors, pour répondre à la première question, donc les étudiants, donc pour le premier groupe, chaque étudiant qui est en difficulté peut se proposer pour le premier groupe. Okay. Et puis après, effectivement, je leur laisse le choix en veillant à l'équilibre pour ne pas avoir 20 à première heure. Donc voilà, il y a un choix. Ça se fait durant les 5 premières minutes. Alors, concernant la deuxième question qui était… Attends. Les consignes. Voilà. Est-ce qu'ils travaillent entre eux ou est-ce qu'ils travaillent en silence en t'attendant? Alors, non, parce qu'en fait, si tu veux, pendant que je suis occupé avec un groupe, ils se déconnectent, ils travaillent seuls. Et puis, quand on est en sous-groupe, par contre, ce que je veille, c'est un peu favoriser l'intelligence collective. Donc, chacun présente là où il en est par rapport à son travail et les autres viennent l'aider. Par exemple, si on doit fixer, par exemple, l'idée, il y a une partie, c'est définir un objectif stratégique ou définir un objectif opérationnel. Il dit, voilà ce que je propose et si les autres peuvent l'alimenter. Ok, donc en fait, ils travaillent en off jusqu'à ce que toi, tu rejoins le groupe. Et là, c'est un échange, plus un échange entre étudiants et tu coaches un petit peu l'échange. Tout à fait. Mais c'est vrai que je stimule la co-construction. J'essaye du moins. Super. Moi, j'ai une petite question. En fait, dans ton dispositif numéro 2, hein, on va l'appeler comme ça, tu leur demandais de prendre connaissance des documents avant la séance. Pourquoi tu ne le fais plus dans cette version 3? Est-ce que tu ne voyais pas un apport, quelque chose de positif par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a une raison à ça? Donc, parce qu'en fait, dans le premier, j'étais asynchrone puisque on ne suivait pas l'horaire. Oui. Et donc, pour moi, voilà, on a dû adapter parce qu'en plus de ça, on devait se mettre d'accord sur ceux qui donnaient cours au même moment et tout ça. Tandis que pour celle-ci, les documents sont disponibles sur la plateforme. Donc, ça, ils ont accès. Mais comment je vais dire, d'office à la première demi-heure, je refais un résumé de toute la matière. Donc, voilà. Mais ce qui me permet que quand on est en sous-groupe, ça leur donne une tâche aussi d'aller approfondir les documents, en fait. Voilà. OK. Et si Nathalie me le permet, j'ai une, une dernière question. Est-ce que tu fais des enregistrements de tes cours et est-ce que tu leur permets de pouvoir venir après consulter cet enregistrement, puisque je pense que certains sont déjà dans le milieu professionnel et peut-être pas disponibles au moment où tu donnes ton cours? Non, parce qu'en fait, les heures de cours sont… Donc, j'ai suivi l'horaire de début d'année. Donc, ceux qui travaillent, ils ont des congés d'éducation. Donc, d'office, ils allaient venir. Et donc, je n'enregistre pas pour justement éviter, pour garder cette interaction avec eux.
Parce que si je dis j'enregistre, ben, ils vont dire, oh, c'est pas grave, je l'écouterai plus tard. Et donc, puisque l'idée, c'est quand même de garder ce rythme et ces interactions, donc je ne l'enregistre pas. C'est dans la même idée que de les accueillir individuellement pour les fait. encourager à être là et à participer. Voilà. Eh bien, merci. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Chef, je vous rends la parole. Merci Catherine. Merci à toi. Nathalie, ton micro est coupé. Merci Catherine. Je disais merci Catherine, merci Nordine. Et que je n'avais pas vu d'autres questions arriver dans le chat non plus. Et c'est parfait parce que du coup, bah, ça nous laisse encore la moitié du temps pour notre deuxième intervenant du jour, donc, qui est Amaury Dahl. Alors, Amaury est professeur associé à la Haute École pédagogique du canton du Vaud à Lausanne. Et donc, ce qui nous a poussé à contacter Amaury, ben, c'est déjà parce qu'il a débuté son parcours professionnel à l'université de Namur. Donc, c'est un ancien d'un établissement du pôle. Hein. À l'époque, il était chercheur et assistant. Et puis, ben voilà, son expérience en tant que formateur d'enseignants et ses recherches dans le domaine de la pédagogie de l'enseignement supérieur nous ont donné envie de lui demander finalement de l'inviter aujourd'hui pour aborder cette thématique de la participation et de l'engagement des étudiants dans les dispositifs d'enseignement à distance. Et donc, ben voilà, ce qu'on a demandé à Amaury, et ce qu'il a accepté très, très gentiment de faire, c'est de pouvoir réagir, apporter un regard réflexif et un peu théorique peut-être aussi par rapport au témoignage des 3 enseignants du pôle qui ont finalement partager leur expérience par rapport à cette thématique. Donc Nordine aujourd'hui et Christelle Belleflamme et Milena Jarosic qui avaient témoigné lors du séminaire de décembre. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, Christelle nous avait présenté un système de portfolio de devoirs. Et Milena, elle, avait mis en place une classe renversée à distance, donc, où finalement les étudiants donnaient cours. Alors l'enregistrement de ce webinaire, si jamais pour ceux qui ne l'auraient pas, qui n'auraient pas été présents, est disponible sur notre site internet et je vais tout de suite ajouter également le lien vers la vidéo dans le chat. Comme ça, voilà, c'est fait. Vous pourrez aller le revoir après pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et donc, ben, en complément de ce regard réflexif d'Amaury sur ces pratiques, ben, je vous invite à lui poser vos questions dans le chat. Et donc ça, Catherine va continuer de le suivre. Et en complément, Johan Tirtio, lui, prendra aussi un peu le relais pour interroger Amaury en fonction des questions que vous poserez par rapport finalement à des grandes questions que pose l'engagement des étudiants dans un dispositif d'enseignement à distance. Eh bien voilà, Amaury, un grand merci déjà et je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation d'abord parce que c'est assez rigolo parce que je vois dans le panel de noms de certains que je connais, alors c'est intéressant. Je fais un petit coucou à Emmanuelle Libon d'ailleurs parce qu'elle a travaillé comme moi en tant que collègue à l'université de Namur et à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant, on travaillait déjà sur des projets en enseignement à distance en Belgique francophone. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est écouter un peu les 3 collègues qui ont fait leur présentation, qui ont parlé de leur expérience d'enseignement à distance. Je trouvais ça vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'on a été plongé du jour au lendemain l'année passée dans l'enseignement à distance. Et puis, un de mes collègues qui était vraiment très stressé par l'enseignement à distance, je disais toujours, on n'est pas subitement devenus des mauvais enseignants du jour au lendemain le 16 mars. On a juste été plongé dans une situation complètement inhabituelle à laquelle on n'était pas du tout habitué, pas préparé, pas formé non plus, hein, pour laquelle on n'avait pas nécessairement tout le matériel à disposition et une situation aussi où nos étudiants n'étaient pas préparés ni organisés et pas nécessairement
habitués, même si on dit que nos étudiants qui ont entre 20 et 25 ans, pour la plupart, sont nés avec un ordinateur dans les mains. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, voilà, c'était un peu par rapport à ça. Je trouve que ce que j'ai fait en fait en les écoutant, je vais faire en 2 temps en fait. Dans un premier temps, je vais un peu faire une liste de tout ce que Nordine, Milena et Christelle ont présenté et qui font que ça marche bien en fait. C'est un peu les conditions ou les facteurs ou les ingrédients de la recette qui font que ça fonctionne bien avec les étudiants. Donc, ça ne fonctionne pas toujours, mais ça fonctionne la plupart du temps, on va dire. Donc, je vais un peu faire une liste à la Prévert de tous ces éléments-là dont ils ont parlé. Et puis, dans un second temps, je vais juste faire une petite synthèse, pas théorique, mais juste apporter deux concepts qui peuvent aider à comprendre ce qui se passe quand on enseigne à distance et aussi se mettre aussi à la place des étudiants quand ils sont à distance et qu'ils éprouvent, tout comme nous, des difficultés pour apprendre. Alors, donc, qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce que les 3 collègues ont raconté? Une première chose, c'est que on a pu les voir avant, les étudiants, au moins un petit peu. On a pu les rencontrer en présence, parfois juste une fois. Hein. C'est ce qui m'est arrivé au dernier semestre, enfin au semestre d'automne, là. En septembre, j'ai vu mes étudiants une fois et puis plus jusqu'à la fin décembre. Donc, les voir au moins une fois à l'avance, ça permet de faire la connexion et de faire de travailler sur cette relation qui nous manque tant quand on enseigne à distance ou pour tout ce qui se passe à distance, hein, pour nos réunions à distance aussi. J'entendais Nordine tout à l'heure qui disait « Moi, je commence mes cours en demandant à mes étudiants comment ça va. » Alors, c'est peut-être un peu simple à dire, mais il faut trouver un peu cette connexion et ces petits trucs pour entrer en connexion et leur dire que ce n'est pas uniquement leur demander comment ça va, comme on dit ça va, et puis on n'a pas spécialement de réponse, c'est plus une question rhétorique qu'autre chose. Non, on leur demande si ça va et on leur laisse du temps pour répondre, en fait. Ou pour leur montrer qu'on attend vraiment une réponse en termes de difficultés, que ce soit par rapport au cours ou par rapport à l'organisation de leur travail d'étudiant. Donc ça, je trouve que c'est important de pouvoir faire cette connexion-là. Et quand, je ne sais pas, pour ceux qui ont une expérience d'enseignement en grand groupe, voire en très grand groupe, quand on a plus que 400 ou 500 étudiants, à la limite, on est encore plus à distance par rapport à nos étudiants, même si on est tous dans la même salle. Et donc, il faut trouver le moyen d'entrer en connexion avec eux. Donc, l'accueil est vraiment important et leur laisser la possibilité d'interagir et de s'exprimer. Donc, mettre à l'aise les étudiants par différentes astuces. Alors, ça peut être directement, mais ça peut être aussi indirectement. Et ça, c'est un peu peut-être le deuxième point que je voulais aborder, c'est que pour que les étudiants se sentent impliqués, aient envie de s'engager, et puis que ça ait une influence sur leur motivation dans le cours, ça vaut la peine de leur montrer qu'il y a d'autres étudiants autour d'eux. Alors, quand on est en présence, ça va de soi. Ils voient bien qu'il y a des gens autour d'eux qui sont dans les mêmes conditions. À distance, pas nécessairement. Peut-être que pendant plusieurs mois, ils ne vont pas voir personne parce qu'ils sont confinés dans leur cote ou qu'ils sont retournés chez leurs parents. Mais c'est important de leur laisser la possibilité d'interagir entre eux, d'avoir des petits moments de travail en petits groupes, même pour juste une petite question, juste résoudre un petit problème ensemble en tant comme exercice. Mais ça vaut la peine de leur donner la possibilité de se rendre compte qu'il y a d'autres étudiants autour d'eux et qui peuvent interagir avec eux. Parce que nous-mêmes, forcément, on ne sera pas toujours là et que
quand on est en présence, on s'attend évidemment à ce qu'ils interagissent entre eux en dehors des cours, mais là, dans la situation dans laquelle on est, ben, pas nécessairement, et puis ils peuvent se retrouver vraiment très seuls. Une troisième chose que j'ai notée et que je trouvais vraiment intéressante dans les témoignages, c'est la clarté que vous avez mis dans l'organisation de vos cours, en fait. Et quand on est enseignant à distance, ça se remarque très fort, évidemment, dans les universités qui sont entièrement à distance, hein. C'est être extrêmement explicite sur comment ça va se passer, sur les différentes étapes, sur l'organisation du cours, et quitte aussi à beaucoup ce qu'on appelle métacommuniquer, c'est-à-dire expliquer comment la relation va se dérouler, et donner des indications sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, sur ce qu'ils peuvent attendre de nous, ce qu'ils peuvent nous demander, etc. Et j'entendais par exemple Nordine qui disait, explicitement, je leur dis quand il faut allumer ou éteindre leur caméra ou leur micro. C'est peut-être tout simple, mais c'est quelque chose d'important pour dire qu'on est, en tant qu'enseignant, évidemment, expert de notre contenu, mais aussi expert de la relation qu'on a avec eux et de la conduite de leur apprentissage. Et ça rassure énormément les étudiants de savoir que on est à l'aise avec l'environnement, on est à l'aise avec le processus et qu'on peut l'expliciter et le rendre clair à leurs yeux. Nordine disait aussi tout à l'heure qu'il faisait des mini-synthèses à certains moments, où je ne sais plus comment il exprimait ça, mais pour dire où on en est maintenant. Puis Milena et Christelle en parlaient aussi. C'est aussi une façon de baliser le processus et l'organisation du cours et du déroulement de l'apprentissage des étudiants, si on veut. Une autre chose encore, je crois que je suis à la 4e, vous comptez avec moi, c'est la répartition de la charge de travail, en fait. C'est vrai qu'il y a l'organisation d'un cours, mais il y a aussi l'organisation, d'une séance de cours, je veux dire, mais il y a aussi l'organisation du cours dans son ensemble tout au long du semestre, où la répartition de la charge de travail des étudiants, et forcément, on va les répartir un petit peu. Et j'aimais bien l'exemple du portfolio de Christelle, parce qu'elle, finalement, c'est un portfolio de devoirs, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, les étudiants, ils ont du travail régulièrement à produire, des ressources à disposition pour le faire, et les étudiants ont la possibilité de travailler un peu à leur rythme. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié des étudiants. Mes étudiants m'en ont parlé aussi au dernier semestre, parce que dans mon cours, ils font des petits groupes, et puis ils ont un projet à mener sur 2 ou 3 mois. C'est vrai qu'ils savaient que j'étais là, que j'étais toujours présent, mais finalement, ils avançaient à leur propre rythme, et c'était assez bien apprécié. Alors, justement, par rapport à ça, une 5e chose, peut-être, c'est l'importance de montrer qu'on est présent, montrer qu'on est là. Alors, ça passe par des petites choses, hein. Quand on dit quand on donne des indications aux étudiants sur l'organisation, qu'on métacommunique, etc., ou qu'on leur envoie un petit mot pour le prochain cours, voilà ce qui va se passer, voilà ce que vous pouvez préparer, voilà ce que vous pouvez faire pour prolonger le cours précédent, etc. Ou pour leur proposer des rendez-vous si votre cours est organisé avec des travaux personnels ou en petits groupes. C'est pas hésiter à montrer qu'il y a en permanence quelqu'un au bout du fil. Alors, c'est pas, vous n'êtes pas nécessairement en permanence derrière le bout du fil, mais c'est leur donner l'impression que c'est le cas, si vous voulez. Bien évidemment, il ne faut pas se mettre à disposition totale et permanente des étudiants, hein. Il faut avoir des heures de visite, si on veut. Mais
ça rassure beaucoup les étudiants de savoir qu'ils peuvent compter sur nous régulièrement, je veux dire, quand ils ont des questions. Quitte à établir quelques règles, hein, leur dire, si vous m'écrivez, je vais vous répondre dans les 48 heures, ou bien écrivez-moi, et de toute façon, je vous réponds toujours le lundi et le jeudi, par exemple. Donc, être explicite sur cette organisation-là, c'est assez important. Aussi pour nous préserver, hein, on ne peut pas être en permanence tout le temps là. Oui, peut-être toujours en lien, encore une chose, 6e chose peut-être par rapport toujours dans l'idée du portfolio et du travail régulier que les étudiants ont à produire. Je trouvais intéressant dans les témoignages qu'on laisse les étudiants travailler aussi à leur rythme. C'est une façon de leur montrer qu'on leur fait confiance en fait. Et qu'on leur montre qu'on est sûr qu'ils vont y arriver, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. On sait qu'ils vont y arriver, que c'est à leur portée ce qu'on leur demande de faire, qu'on est là de toute façon en cas de difficulté, et leur dire ça, qu'on leur fait confiance, qu'on sait qu'ils vont y arriver avec notre aide ponctuelle. On peut être explicite là-dessus et métacommuniquer là-dessus. Et dans les exemples qui ont été donnés là par les 3 collègues, je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens et beaucoup de prise en compte de tout ce qu'on appelle je sais pas, le psychosocial, pour utiliser un grand mot, mais c'est un peu le relationnel, on va dire. Et quand on est à distance, c'est vraiment important. Tout autant que quand on est en présence, hein, et qu'on a 500 étudiants devant soi, mais ça doit être beaucoup plus explicite quand on est à distance, parce qu'on a beaucoup plus vite l'impression d'être seul. Je ne sais plus à quel numéro je suis, je crois 8e, 8e point. C'est faciliter le lien entre les étudiants et le contenu du cours. Parce qu'on enseigne quand même des contenus, on forme à des compétences, des connaissances, etc. Ce qu'on transmet comme contenu, il faut le rendre accessible aux étudiants et faire en sorte qu'il ne s'agisse pas uniquement de documents PDF ou de PowerPoint qui sont mis à leur disposition, en fait. Alors, dans les exemples, il y avait effectivement Christelle qui a fait un travail un portfolio de devoirs pour les étudiants, mais Nordine tout à l'heure a montré assez vite la structure d'un cours avec le contenu, avec des vidéos, etc. Et ce qui est important, ce n'est pas uniquement mettre à disposition le contenu, c'est dire aux étudiants qu'est-ce que vous devez faire avec. Et être assez explicite sur les différentes étapes éventuellement, hein, quand c'est nécessaire. Commencez par voir cette vidéo-ci, puis répondez à telle question dans un questionnaire, puis participez au forum pour répondre aux questions des autres étudiants, ou je ne sais pas, mais c'est avoir quelques étapes comme ça, très, très explicites et très claires pour les étudiants. Je prends un autre exemple. Dans mon cours, c'est un cours qui parle de méthodes et techniques de l'enseignement à distance. Et je fais comme si le cours se faisait entièrement à distance. Et justement, ce semestre-ci, c'est ça qui s'est produit. Donc, les étudiants, ils étaient toujours étonnés les autres années par le fait que je leur donnais un dossier de cours où tout était explicité, mais à la virgule près, sur ce qu'il faut faire étape par étape, quelles questions ils doivent se poser, qu'est-ce qu'ils doivent lire, qu'est-ce qu'ils doivent produire, à quel moment, etc. Ils étaient toujours assez étonnés. Mais cette année, ils se sont vraiment bien rendus compte que c'était indispensable. Et en fait, dans les universités à distance, c'est comme ça qu'ils font. En fait, le cours est produit à la virgule près avant la première semaine de cours, en fait. Et donc, c'est important d'expliciter tout ce qu'il y a, de guider le plus possible les étudiants au travers de la matière.
Et puis, peut-être une dernière chose alors, par rapport à l'évaluation, à savoir un peu comment ça enfin, se tenir au courant de comment ça se passe pour les étudiants. Nordine, il fait passer un petit questionnaire à ses étudiants, je crois qu'il y a une dizaine de questions, où il leur demande comment ça a été pour eux, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils retiennent, quel est leur degré de satisfaction, etc. Et ça lui permet d'ajuster le cours si besoin, ou d'ajuster les informations qu'il donne à ses étudiants en permanence. Et puis, dans l'exemple, je crois que c'est Milena qui parlait de ça, il me semble qu'elle disait qu'elle utilisait beaucoup les statistiques de connexion des étudiants, par exemple. Alors, ça a probablement ses limites, hein, on ne sait pas exactement, quand on a une statistique de connexion des étudiants, combien de temps ils restent sur la plateforme, si c'est Moodle ou autre. Mais en tout cas, ça donne une idée de l'activité des étudiants dans le cours. Et alors, ça ne donne peut-être pas une idée exacte de leur participation effective, mais en tout cas, ça nous donne des indices sur leur connexion. Et quand on voit que des étudiants ne se connectent jamais, bah, peut-être que, bon, on ne va pas nécessairement au cours suivant cibler et dire vous et vous n'êtes jamais connectés, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être faire un rappel général à tous les étudiants en leur disant, bon, pour ceux qui ne se seraient pas encore connectés, éventuellement, bah, faites-le, regardez tel ou tel élément qui sont mis à votre disposition, et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, ça permet aussi d'insister sur certaines choses qui pourraient poser problème aux étudiants. Donc, voilà un peu brièvement ce que je voyais dans les présentations des trois collègues. Alors, ils ont dit que ça fonctionnait assez bien, pas tout, hein. Ils ont eu l'honnêteté de dire que tout ne fonctionne pas toujours très bien, mais en tout cas, ce sont des éléments qu'ils ont mis en place et qui, à mon sens, peuvent faire la différence pour que les étudiants se sentent bien à distance. Et puis, je finis juste avec deux petits concepts. Quand on parle de présence à distance, c'est donner l'impression qu'on est en présence, même quand on est géographiquement à distance. Bah, tous les éléments dont je viens de parler, en fait, relèvent de trois types de présence. Il y a la présence pédagogique, c'est la présence de l'enseignant. C'est montrer qu'on est là, montrer qu'on établit une relation, montrer qu'on est le ou la pilote dans le cours, qu'on travaille sur l'organisation, qu'on travaille sur la métacommunication, qu'on est à disposition, etc. Et là, comme je l'ai dit, il faut être assez explicite et pas hésiter à rendre visibles des choses qui paraissent complètement évidentes, quoi. Comme quand Nordine demande à ses étudiants comment ça va, ou quand les autres prennent le temps Milena ou Christelle prennent le temps de discuter avec certains étudiants. Un deuxième type de présence, c'est ce qu'on appelle la présence cognitive. C'est la présence du cours, en fait, la présence du contenu aux yeux des étudiants. La présence de ce qui, enfin, rendre explicite et visible de façon organisée ce que les étudiants doivent apprendre. Alors, ça passe par beaucoup de structuration et d'organisation. C'est ce qui nous prend le plus de temps, en fait, hein, quand on doit passer de la présence à la distance, c'est mettre à disposition de façon très claire les contenus. Et puis, le troisième type de présence, c'est la présence sociale. C'est faire en sorte que les étudiants perçoivent qu'il y a d'autres étudiants, pas seulement nous en tant qu'enseignants, hein, mais aussi les autres étudiants. Et pour ça, ben, on va essayer de faire des interactions entre eux, d'organiser des interactions entre eux, soit
avec des travaux de groupe classiques, accompagnés. Mais aussi, ça peut être au moment d'une séance de cours en synchrone, faire en sorte qu'ils aient un petit moment pour résoudre un problème, se poser des questions ou résoudre un exercice ensemble. Donc ça, cette présence sociale-là est assez importante. Et quand on combine présence pédagogique, présence sociale, présence cognitive, et qu'on agit explicitement sur les trois, on peut se donner plus de chances que l'expérience d'apprentissage à distance des étudiants soit positive. Puis alors, très rapidement, sur le dernier concept, c'est quand on parle de présence à distance, on parle aussi c'est vrai qu'il y a la distance géographique, la distance temporelle aussi, parce qu'on n'est pas toujours connecté de façon synchrone, mais c'est aussi la distance psychologique. On peut être à des milliers de kilomètres et quand même se sentir proche de quelqu'un. Et cette distance psychologique en enseignement à distance, on l'appelle la distance transactionnelle, et c'est vraiment important qu'elle soit la plus courte possible. Et c'est en agissant sur les interactions entre apprenants, sur les interactions avec nous et sur le développement d'un climat socio-affectif, psycho-socio-affectif, si on veut, positif, qu'on va pouvoir y arriver. Voilà brièvement ce que je voulais vous dire sur ce que je retenais en tout cas des trois témoignages des collègues. Je crois qu'il reste quelques minutes pour des questions, si jamais. Un grand merci à Maury, c'était vraiment très intéressant et je pense une belle synthèse des éléments qui sortaient des présentations de nos 3 enseignants du pôle. Voilà, je suis vraiment très très contente de vous avoir entendu. Catherine, peut-être si tu as suivi le chat, tu as quelques questions à poser. Oui, je me joins aux félicitations de Nathalie parce que c'était vraiment une synthèse super intéressante et qui clarifiait quand même pas mal de choses. Dans les questions qui sont apparues dans le chat, la première, c'était comment créer ce lien si on n'a pas eu la chance de pouvoir les voir une fois en présentiel. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, des petits trucs qui font que voilà, on peut créer ce lien avec les étudiants alors que physiquement, on ne les a jamais vraiment rencontrés? Bon, j'imagine que la question, c'est par rapport au fait qu'on peut avoir des interactions synchrones. Je suppose c'est au moment où vous avez parlé que vous aviez pu les rencontrer une fois et que donc il y avait une relation qui avait pu être initiée à ce moment-là et finalement qui a été portée pendant les cours en ligne. Mais si on n'a pas cette chance, comment on peut faire pour que cette relation puisse naître et être construite tout au long du cours à distance finalement? Alors, si vous avez une séance synchrone, dès la première séance, vraiment, il faut jouer sur la présence sociale, en fait. C'est par ça qu'il faut commencer. C'est faire en sorte que les étudiants perçoivent que vous êtes là, que les autres étudiants sont là. Même avant d'aborder la table des matières, du contenu de votre cours, je dirais, c'est d'avoir deux, trois petits exercices, à la limite un peu prétexte, pour faire en sorte que les étudiants puissent à un moment donné parler entre eux, se retrouver en petits groupes. Ça peut être leur poser des questions sur ce qu'ils savent déjà, sur le sujet du cours ou certaines thématiques du cours, ou leur demander de se poser des questions sur certaines thématiques du cours. Alors, que ce soit en présence ou à distance, en fait, la participation des étudiants, on imagine souvent qu'elle devrait être directe, c'est-à-dire des étudiants qui spontanément lèvent la main ou bien qui spontanément posent une question ou répondent à nos questions. En réalité, c'est assez rare, il faut être honnête. Donc, ça vaut la peine d'organiser cette participation-là et de leur proposer de la participation indirecte, en fait. Donc, par exemple, ce n'est pas dérangeant, même dans une séance synchrone à distance, de leur dire « Maintenant, je vais vous laisser 30 secondes, 1 minute, tout seul,
j'ai une question à vous poser. Vous apportez par écrit quelques réponses pour vous. Je vous laisse 1 minute. Alors, ils réfléchissent. Et puis, quand ils ont réfléchi un peu à leur réponse, ben, c'est un peu indirect, mais ils sont plus à même d'avoir une réponse un peu correcte et ils osent plus éventuellement prendre la parole. Éventuellement aussi, on peut ajouter une étape où ils peuvent discuter entre eux de leurs réponses avant de donner une réponse de petit groupe au grand groupe. Voilà, donc je crois que c'est dès la première séance, s'investir dans la construction de cette relation avec eux. Ok, merci. J'ai aussi 2 questions qui ont finalement attrait à tout le scénario pédagogique du cours sur lequel vous insistez qu'il doit être vraiment très, très précis quand on fait un cours à distance. Alors, la première question est finalement, si on décrit tout, est-ce que on n'infantilise pas nos étudiants? Est-ce qu'on n'est pas finalement dans prendre par la main et ne plus laisser aucune initiative pour les étudiants? Et la seconde, c'est finalement comment faire si quand on débute notre cours, tout n'est pas encore fini et finalisé, comme beaucoup d'enseignants prennent leur cours et puis le construisent petit à petit. Comment faire pour faire au mieux justement quand on est en ligne et qu'on n'a pas cette possibilité dès l'entrée de pouvoir tout scénariser à la virgule près comme vous avez demandé de le faire ou en tout cas conseillé de le faire? Disons, on peut préparer par séquence, évidemment, pas uniquement tout dès le départ. C'est vrai que ça, c'est la situation, entre guillemets, idéale qui se passe, évidemment, dans les institutions de formation à distance, purement à distance. On peut travailler… Enfin, ce que je vous suggérerais au moins, c'est de préparer par séquence de plusieurs séances, en fait. Parce que c'est assez important que les étudiants, au moins, connaissent la séquence d'activités en 3-4 séances maximum, par exemple. Et là, c'est utile parce qu'ils savent un peu le fil conducteur pour le prochain mois ou les prochaines 3 semaines. Et le problème, c'est que quand on a… il y a des étudiants qui vont plus vite que d'autres. Et puis, les étudiants si on donne tout de semaine en semaine… Alors, je ne dis pas que c'est facile de préparer 3 semaines ou 4 semaines à l'avance. Hein. Je dis que c'est peut-être un idéal à atteindre, mais le problème, c'est qu'il y a des étudiants qui vont plus vite et ou qui s'organisent d'une manière différente et qui vont travailler plus rapidement que les autres ou parce qu'ils ont du temps par rapport aux autres cours, etc., qui vont faire le travail des 3 prochaines semaines en une journée, mettons. Pour votre cours. Mais le fait qu'ils puissent s'organiser individuellement comme ça, un peu comme ils l'entendent, à quel moment ils vont travailler, etc., c'est là qu'est l'autonomie, en fait. Alors, bien sûr, le contenu, etc., ça peut paraître infantilisant, mais c'est surtout quand on enseigne en présence. En présence, quand on peut expliciter plus facilement les choses, il n'y a pas besoin de le faire, mais à distance, c'est important d'avoir cette structure-là, tout en laissant une certaine autonomie aux étudiants. Hein, on n'est pas dans l'enseignement programmé non plus. Oui, tout à fait. Une autre question était liée finalement à la prise de température, la prise de renseignements auprès des étudiants, voir comment ils se sentaient, comment ils ressentaient le cours. Est-ce que vous conseillez de le faire en fin de cours ou est-ce que vous conseillez de le faire plusieurs fois pendant toute la durée du cours et à quelle fréquence idéalement? Oui, bon, c'est assez variable. Ça dépend aussi de certains sujets de cours. Par exemple, il y a des cours qui sont très personnels. Je prends Nordine qui enseigne à des éducateurs. Moi-même qui suis éducateur, au départ, forcément, c'est des thèmes très personnalisables qui touchent très fortement les personnes. Et on peut, au début d'un cours, par exemple, demander qu'est-ce que vous pensez de tel sujet ? Et puis, on reviendra sur votre réponse à la fin du cours pour voir si ça a évolué ou pas.
Donc ça, c'est une façon d'impliquer les étudiants, c'est une façon aussi à la fin de faire un peu le point sur ce qu'ils ont compris ou retenu, etc. À la fin d'un cours, même en présence, ça nous arrive de demander aux étudiants, écrivez un peu les 3 choses les plus importantes que vous avez retenues aujourd'hui. Bon, ce n'est pas nécessairement un questionnaire comme Nordine a montré tout à l'heure, mais c'est juste informellement, presque, qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Et puis, si dans les réponses des étudiants, vous voyez que les 3 choses ne sont jamais celles que vous vouliez absolument faire passer à ce cours-là, bah, voilà, vous savez comment recommencer le prochain cours, quoi. En effet, ça donne des indications. Et la dernière question, c'est vous insistez sur le fait de leur faire confiance, de leur montrer qu'on a confiance en eux. Mais quoi faire si on se rend compte qu'en fait, ils ne suivent pas et qu'ils ne sont pas dans le timing qu'on espérait? Est-ce que vous avez des trucs ou astuces pour les récupérer sans tomber dans la répression directement? Eh oui, je crois qu'il faut peut-être avoir aussi un plan B. Et puis, ça dépend un peu du nombre d'étudiants qu'on a. Quand on a beaucoup d'étudiants, il y a un côté un peu, entre guillemets, marche forcée, où on doit un peu faire en sorte que tout le monde avance le plus possible au même rythme. Mais on peut trouver, pour les étudiants qui décrocheraient et qui seraient un peu perdus, il doit y avoir des moyens de se rattraper, comme par exemple des séances de réponse à des questions, des séances de rattrapage comme ça, mais aussi la mise à disposition de vidéos. L'avantage de pouvoir enregistrer un cours, c'est peut-être pas nécessairement de remettre à disposition tout le cours. Hein, si un cours dure 2 heures, une vidéo de 2 heures où on se pose, un étudiant qui se pose juste une petite question, ils ne doivent pas se refarcir les 2 heures de vidéo, mais c'est peut-être faire le travail de saucissonner la vidéo ou d'aller rechercher les extraits qui permettent de répondre aux questions les plus fréquemment posées, par exemple. Ou peut-être de réenregistrer soi-même, chez soi, dans son bureau, des courtes séquences où on réexplique certaines choses et que les étudiants peuvent aller récupérer. Voilà. Et puis, aussi, je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer l'aide qu'ils peuvent s'apporter entre eux, en fait. Et c'est important de l'encourager le plus possible. Moi, par exemple, mon cours de ce semestre, il devait utiliser un logiciel spécifique pour la planification d'une formation à distance. C'est un logiciel qui n'existe que sur PC, et il y en avait quelques-uns qui avaient un Mac. Et puis, il y a un étudiant spontanément qui a proposé à tous ceux qui avaient un Mac une méthode pour arriver à l'installer quand même. Et donc, il a même fait une vidéo, etc. C'est une vidéo que je réutiliserai. Et donc, c'est une façon aussi de leur faire confiance, de mettre en valeur la façon dont ils s'impliquent dans le cours et de faire en sorte qu'ils se répondent entre eux aux questions, en fait. Mais pour ça, il faut leur donner explicitement des occasions de discuter entre eux. Ok, bien, merci. Il y avait juste encore une dernière question est-ce que vous avez des sites à conseiller pour voir un petit peu comment on peut organiser des cours en ligne mais je pense qu'après ça, j'ai fait le tour des questions. Nathalie, tu me diras si j'en ai loupé une. En tout cas, un grand merci, c'était vraiment très, très intéressant. Des sites pour l'organisation des cours à distance, pour planifier, pour faire un scénario pédagogique? Je pense que c'est plus des exemples pour voir un petit peu comment on peut effectivement faire des scénarios. Maintenant, voilà, c'est une question qui est dans le chat. Je ne retrouve plus. Donc là, voilà, je me fais l'interprète de la personne qui a posé la question, mais peut-être qu'elle peut elle-même venir expliquer ce qu'elle attendait. Je ne retrouve plus dans le chat, je suis désolée. Disons, oui, je peux peut-être passer quelques ressources à Nathalie qui peut ensuite redistribuer. Effectivement, il y a beaucoup de choses sur l'enseignement à distance.
dans les ressources que j'ai ici, je peux facilement repasser des documents ou des adresses de sites. Je peux faire ça. Oui, très bien. Et moi, je transmettrai alors à l'ensemble des participants. Oui. Merci, oui. Ça va. Eh bien, un tout grand merci à Maury. De C'était rien, merci aussi. Je fais un petit coucou à Jean Donnet. Je vois son petit mot là-dedans. voilà. Très bien, je pense que ça a été très apprécié. Encore merci à Nordine aussi pour son intervention et merci Catherine, tu as encore admirablement géré le chat comme en décembre. Encore mon métier. Je vous partage, en tout cas pour tous ceux qui sont encore là, le lien vers les informations pour le prochain webinaire. Comme ça, voilà, vous pouvez déjà vous y inscrire si vous le souhaitez. Encore un tout grand merci à tous, à nos intervenants et à bientôt, à dans un mois. Belle journée à tous. Merci, au revoir. Et puis, je vois dans le chat aussi, juste Nathalie, Oui. qu'il y a une demande pour des références théoriques, mais ça, je peux les passer aussi. Parfait. Merci beaucoup, Amaury. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi.